Pourquoi les États-Unis installent-ils des bases avancées au Nigeria, à 2 pas des frontières stratégiques du Sahel? Officiellement, c'est toujours la même histoire. Lutter contre le terrorisme, soutenir nos partenaires africains, renforcer la sécurité régionale. Mais si on regarde de plus près ce qui s'est passé le 13 février 2026, la réalité saute aux yeux. 100 soldats américains ont atterri à Maiduguri, dans le nord-est du Nigeria, escortés par des avions militaires remplis de matériel. Il ne s'agit pas d'un petit déploiement symbolique, ni d'un simple camp d'entraînement. Non, c'est bien plus vaste. 3 bases avancées sont en train d'être installées simultanément à travers le nord du Nigeria, la région la plus peuplée et la plus stratégique d'Afrique. Ce qui intrigue, c'est la localisation. Maiduguri n'est qu'à 170 km à peine de la frontière avec le Niger, là où commence l'Alliance des États du Sahel, cette coalition qui, il y a 2 ans, a mis l'Occident dehors, fermant brutalement les portes à la France comme aux États-Unis. Souvenez-vous, les bases américaines au Niger ont été fermées, les drones cloués au sol, les yeux et les oreilles des puissances occidentales tout simplement aveuglés. 2 ans plus tard, voilà ces mêmes puissances qui reviennent, mais cette fois, en contournant la frontière, en profitant d'un gouvernement nigérian docile et prêt à sacrifier sa souveraineté pour une coopération sécuritaire. Et ce n'est pas un simple soutien logistique. Les Américains débarquent avec des bombes MK-82, des systèmes de surveillance de pointe, du matériel de reconnaissance ultra sophistiqué. On nous parle de formation, d'échange de renseignements. Mais honnêtement, depuis quand envoie-t-on des forces spéciales, des bombes guidées et des avions cargo juste pour apprendre à tirer? Ce n'est pas contre Boko Haram, un groupe qui sévit dans la région depuis 17 ans, que ces moyens sont mobilisés. La réalité, c'est que cette opération va bien au-delà du combat contre le terrorisme. Il y a une recomposition silencieuse qui s'opère en Afrique. Après avoir été expulsés du Niger, les Américains s'installent aujourd'hui au Nigeria, à quelques kilomètres seulement de la zone qui leur est désormais interdite. C'est une manœuvre stratégique, soigneusement préparée, pour garder un point d'appui proche des ressources, des routes commerciales, et surtout, de l'Alliance du Sahel, qui incarne aujourd'hui la volonté d'indépendance africaine. Pendant que le monde regarde ailleurs, les bases se multiplient, la surveillance s'intensifie, et l'Afrique se retrouve une fois de plus au centre d'une compétition féroce pour ses ressources. Mais la question qui doit vraiment nous alerter, c'est celle-ci. Si nous acceptons sans broncher l'explication officielle, si nous fermons les yeux sur ce redéploiement massif, que restera-t-il de la souveraineté africaine? Qui décidera demain de l'exploitation de nos terres, de nos minéraux, de notre avenir? Le risque, ce n'est pas seulement la perte de contrôle sur les ressources, c'est l'effacement progressif de la voix africaine sur la scène mondiale et la transformation du continent en terrain de jeu pour des intérêts étrangers. Mais comment en est-on arrivé là, et pourquoi maintenant? Pour comprendre ce basculement, il faut revenir sur les 2 dernières années. Replongeons ensemble dans le contexte qui a tout déclenché. Le retrait américain du Niger n'est que la partie émergée d'un bouleversement géopolitique majeur en Afrique. Si vous avez suivi l'actualité, vous avez sûrement remarqué. En quelques mois seulement, l'architecture de la présence occidentale dans le Sahel a littéralement volé en éclats. Après la révolution populaire de 2023 au Niger, les autorités de Niamey ont ordonné l'expulsion des forces américaines et françaises, marquant la fin d'une ère. Des bases stratégiques, comme Agadez, connue sous le nom secret des BIS 211, et pilier central du dispositif de surveillance américain dans la région, ont été fermées, coupant soudainement Washington de ses yeux et de ses oreilles dans le désert sahélien. Cette perte de contrôle sur le renseignement est un coup dur pour l'Occident, mais ce n'est que le début. Car, en réaction à ces expulsions, une nouvelle alliance régionale a émergé. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays autrefois considérés comme dociles partenaires de l'Occident, se sont unis au sein de l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, cette alliance a déclaré la mobilisation générale. Les frontières sont militarisées, les populations sont appelées à la vigilance, et la rhétorique officielle ne fait plus de place à la diplomatie douce. On parle désormais de souveraineté retrouvée,
de résistance populaire face à l'ingérence étrangère. Dans ce contexte explosif, le paysage stratégique de l'Afrique de l'Ouest a été bouleversé. L'ancien rapport de force, où quelques bases militaires occidentales suffisaient à contrôler des milliers de kilomètres carrés, n'existe plus. L'Occident a perdu d'un coup ses principaux centres de commandement et de surveillance, ainsi que son accès direct aux ressources du sous-sol sahélien. Uranium, or, pétrole et terres rares. Plus grave encore, la capacité des États-Unis et de la France à anticiper et à influencer l'évolution militaire et politique de la région s'est drastiquement réduite. Or, ce vide sécuritaire et cette autonomie nouvelle n'ont pas duré longtemps. À peine les portes du Sahel refermées aux Occidentaux, un nouveau déploiement américain a été annoncé. Cette fois-ci, ce n'est pas au Niger ou au Mali, mais dans le nord-est du Nigeria. Officiellement, il s'agit d'une mission de renforcement des capacités et de partage de renseignements avec les forces nigérianes. Mais regardons les faits de plus près. Le gouvernement nigérian refuse de révéler combien de soldats américains sont réellement sur son sol, ni combien de temps ils y resteront. Les États-Unis obtiennent l'autorisation de voler leurs drones, de transférer du matériel militaire, de mener des missions de surveillance, parfois même sans que le Parlement nigérian ne soit consulté. Tout cela est présenté comme une décision souveraine du Nigeria, un terme qui sonne presque ironique quand on voit le degré de contrôle laissé à une puissance étrangère. Ce déplacement soudain du centre de gravité militaire, du Niger vers le Nigeria, n'est pas une simple coïncidence. Il intervient précisément au moment où l'Occident perd ses bastions historiques dans la région, et alors que l'Alliance des États du Sahel se restructure pour résister à toute nouvelle intervention étrangère. En réalité, il s'agit d'un redéploiement stratégique pour maintenir un pied sur le continent africain, continuer à surveiller, à influencer et surtout à sécuriser l'accès aux ressources naturelles qui attisent toutes les convoitises. Qu'est-ce que cela implique pour l'Afrique et pour vous qui nous regardez? La perte de l'architecture de renseignement occidentale au Sahel n'est pas qu'un revers technique pour Washington ou Paris. C'est aussi, et surtout, une occasion pour les Africains de reprendre la maîtrise de leur sécurité et de leurs ressources. Mais cette fenêtre est étroite, car la réaction occidentale ne s'est pas fait attendre. Le redéploiement au Nigeria laisse présager une volonté de contourner la résistance sahélienne, de se repositionner là où les gouvernements restent plus conciliants, voire dépendants, et de préserver l'accès aux filières stratégiques du continent. Le risque, c'est que cette nouvelle donne militaire conduise à une militarisation accrue de la région, à une escalade des tensions, et finalement à une nouvelle perte de contrôle des États africains sur leurs propres ressources. L'enjeu, ce n'est pas seulement l'uranium ou le pétrole, mais la souveraineté même de tout un continent. Si l'Afrique échoue à s'unir et à parler d'une seule voix, elle risque de rester le terrain de jeu des puissances étrangères, impuissantes à défendre ses propres intérêts. Mais ce redéploiement militaire n'est qu'un volet d'une stratégie occidentale bien plus vaste, dont la véritable nature a été exposée au grand jour lors de la dernière conférence de Munich. Munich, février 2026. Les puissances occidentales dévoilent leurs plans pour l'Afrique. Ce n'est plus un secret ni une question de spéculation. Ce week-end-là, à la conférence sur la sécurité de Munich, l'Occident a officiellement levé le voile sur sa nouvelle doctrine africaine. Et le ton n'a jamais été aussi direct, aussi assumé. Marco Rubio, secrétaire d'État américain, a martelé le message. Il faut une renaissance de l'expansion occidentale. Il faut une nouvelle alliance transatlantique pour sécuriser l'accès aux ressources essentielles du continent africain. Fini les faux-semblants humanitaires. Fini les discours sur la lutte contre le terrorisme comme unique motivation. L'ambition réelle? Assurer la domination occidentale sur les minerais critiques, cobalt, lithium, terres rares, ces matières premières sans lesquelles le monde moderne ne tourne plus. Et ce n'est pas qu'une question américaine. Au même moment, le Premier ministre britannique annonce la couleur. Il faut une Europe capable de projeter sa puissance militaire. Il faut construire ce que Londres appelle sans détour du « hard power ». L'Union européenne, de son côté, parle de « éveil européen », comme si brusquement, les capitales du vieux continent réalisaient que leur prospérité, leur avenir même,
dépendent de ce qui se passe à des milliers de kilomètres, au cœur des sols africains. Mais derrière ces discours en apparence dispersés, c'est toute une stratégie coordonnée qui se dessine. L'objectif est limpide: former une chaîne d'approvisionnement occidentale, solide, autonome, qui ne soit plus à la merci des ambitions chinoises ou russes. Parce que oui, la guerre d'influence n'est plus un concept abstrait. Elle est là, tangible, sur le terrain africain. La Chine, déjà solidement implantée avec ses investissements, ses prêts et ses infrastructures. La Russie, de plus en plus présente, surtout dans les domaines sécuritaires et miniers. Face à eux, l'Occident veut reprendre la main, réinstaller ses drapeaux, contrôler l'accès aux ressources qui décideront de la puissance des empires au XXIe siècle. Ce que Marco Rubio a présenté à Munich ressemble presque à un mode d'emploi. Les États-Unis, dit-il, donnent le cadre stratégique, partagent le renseignement, positionnent leur armée, comme on le voit aujourd'hui au nord-est du Nigeria. L'Europe, elle, doit fournir la couverture diplomatique, activer ses leviers institutionnels, déployer ses outils économiques. Autrement dit, c'est le partage des rôles pour une nouvelle recolonisation, adaptée aux codes du XXIe siècle. Ce que l'on appelait autrefois la mission civilisatrice s'appelle aujourd'hui sécurisation des chaînes d'approvisionnement. Ce basculement n'est pas né d'un coup de tête. Il s'inscrit dans la fin d'un ordre mondial qui, sur le papier du moins, protégeait les plus faibles. À Munich, un conseiller allemand l'a dit sans détour. L'ordre international établi après la guerre n'existe plus. Les politiques de puissance sont de retour, avec leurs règles brutales et imprévisibles. La liberté de l'Europe n'est plus acquise. En clair, chacun doit se défendre, chacun doit sécuriser ses intérêts, et l'Afrique, une fois de plus, se retrouve au centre de la tempête. Ce retour du chacun pour soi a une conséquence directe. L'Amérique met la pression sur l'Europe pour qu'elle cesse de se reposer sur la protection américaine. Trump l'a répété sans relâche. Payez votre part, équipez-vous, défendez vos propres intérêts. Cela veut dire, concrètement, que l'Europe doit réarmer, investir dans sa défense et surtout s'engager activement en Afrique pour ne pas se laisser distancer par la Chine ou la Russie. Ce n'est pas la fin de l'Alliance occidentale, c'est sa redéfinition. Et au centre de cette redéfinition, il y a le contrôle du continent africain. Face à cette mécanique bien huilée, la souveraineté africaine devient une illusion. Derrière chaque déploiement de troupes, chaque accord d'extraction minière, chaque partenariat stratégique, c'est l'avenir économique du continent qui se joue. Si l'Afrique ne réagit pas, si elle ne s'organise pas pour défendre ses propres intérêts, alors le verrouillage des ressources par des intérêts étrangers sera total. Plus grave encore, la marginalisation géopolitique se poursuivra, les décisions continueront à être prises en dehors du continent, et l'indépendance économique qui semblait déjà fragile s'effondrera complètement. Ce scénario n'est pas une fiction, ni un simple débat d'intellectuels. Il s'agit de la réalité brutale qui se dessine en ce moment même. Les déploiements militaires, les grandes réunions à Munich, la pression institutionnelle, tout converge vers une reconfiguration du rapport de force mondial, au détriment de l'Afrique qui, une nouvelle fois, risque d'être dépossédée de ses richesses et de sa dignité. Mais alors, dans ce contexte de retour offensif de l'Occident, de militarisation croissante et de guerre ouverte pour les ressources, comment réagissent les institutions africaines? Est-il encore possible d'inverser la tendance, ou l'Afrique est-elle condamnée à jouer les seconds rôles dans ce nouveau grand jeu mondial? On en parle tout de suite. Pendant que les bases avancées s'installent, que fait l'Union africaine? C'est la question qui dérange, celle que beaucoup évitent quand les projecteurs sont braqués sur les déploiements militaires occidentaux. Eh bien, il se passe des choses, et pas des moindres. Tout récemment, à Addis Abeba, alors que les discours sur le retour de la hard power occidentale faisaient écho à Munich, l'Union africaine a adopté une résolution historique. Pour la première fois, l'UA a officiellement assimilé le colonialisme, la traite négrière et la déportation à des crimes contre l'humanité et à un génocide perpétré contre les peuples africains. Oui, c'est désormais acté. Le système même que certains, en Europe, osent encore romantiser,
est reconnu pour ce qu'il est vraiment dans l'histoire de l'Afrique. Dans cette même déclaration, l'Union africaine a instauré une « Journée africaine de l'hommage » pour commémorer les victimes de la traite, du colonialisme et de l'apartheid. Les mots sont forts, le symbole puissant. Lors du sommet, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a martelé que le temps était venu de rompre avec la soumission et d'exiger la fin de l'humiliation des peuples africains, qu'il s'agisse de la Palestine ou de l'Afrique elle-même. Même Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU, a pris la parole pour dénoncer l'absence de siège africain permanent au Conseil de sécurité, qualifiant cette situation d'indéfendable en 2024. Et puis, il y a eu la prise de parole de Cyril Ramaphosa, président de l'Afrique du Sud, qui a répondu sans détour aux discours occidentaux. Selon lui, il est impératif de refuser toute nouvelle forme de colonisation, quelle qu'en soit la justification. Ramaphosa l'a affirmé, « L'Afrique doit désormais être traitée en partenaire d'égal à égal, et non plus comme un simple réservoir de matières premières ou un terrain de jeu pour les puissances extérieures. » Il a appelé à ce que les richesses du continent, minerais, pétrole, terres arables, ne soient plus simplement exportées sous forme brute, mais transformées sur place, pour le bénéfice direct des populations africaines. Mais, et c'est là tout le problème, les paroles, aussi percutantes soient-elles, restent lettres mortes sans moyen d'action concret. L'Union africaine multiplie les résolutions, les dénonciations, les commémorations. Mais face à la réalité du terrain, ces actes symboliques peinent à produire des effets. Pourquoi ? Parce qu'il n'existe toujours pas de capacité militaire africaine commune, pas de force de dissuasion susceptible de faire respecter ces déclarations. Dans un monde où le droit international est ouvertement bafoué, où l'ONU elle-même voit son autorité contestée, que pèsent réellement les résolutions de l'UA ? Pas grand-chose, tant que leur application dépend encore du bon vouloir des puissances occidentales. Pire encore, cette souveraineté africaine tant vantée est souvent vidée de sa substance par des élites locales complices, prêtes à signer des accords léonins en échange de quelques dividendes personnels. Les institutions africaines restent divisées, incapables d'imposer une position unie face à une stratégie occidentale parfaitement rodée. Diviser pour mieux régner, flatter certains États pour mieux en marginaliser d'autres, et au final, perpétuer un cycle d'exploitation qui fait de l'Afrique un continent riche, mais de peuples pauvres. C'est là que le risque devient tangible, palpable. Tant que l'Afrique se contente de résolutions et de mémorandums, elle s'expose à une nouvelle ère de prédation, pire encore que les précédentes. Les bases militaires se multiplient, les ressources continuent de s'envoler, et la voix africaine, elle, reste cantonnée à des protestations sans suite. Alors, la question se pose. Après les discours, après les commémorations, quelle voie concrète s'ouvre pour l'Afrique ? Certains appellent à dépasser les simples mémorandums. Mais vers quelle solution réelle le continent peut-il s'orienter ? La survie africaine passera-t-elle par l'unité et la hard power ? C'est la question brûlante que tout le continent doit se poser, ici et maintenant. Car si l'Afrique ne transforme pas ses résolutions en pouvoir réel, elle restera spectatrice de son propre pillage. Regardons les faits. Aujourd'hui, seule l'Alliance des États du Sahel a osé franchir le seuil des mots pour passer à l'action. Ils ont expulsé les forces étrangères, mobilisé toutes leurs capacités et surtout modernisé leur appareil militaire en un temps record. Au Niger, au Mali, au Burkina Faso, l'unité n'est plus un slogan, c'est une stratégie de survie. La mobilisation est totale. Rappel des soldats à la retraite, montée en puissance du renseignement, création de nouvelles forces spéciales. Pendant que d'autres se contentent de résolutions creuses, eux prennent leur destin à bras-le-corps. Leur message : la souveraineté n'est pas négociable. C'est là que l'Afrique doit ouvrir les yeux sur la réalité du monde. Le respect ne s'obtient pas par les discours, mais par la puissance. Pourquoi l'Occident ne se permet-il pas d'intervenir militairement en Russie, en Chine ou en Corée du Nord ? Parce que ces pays incarnent la hard power, une capacité militaire dissuasive, une unité stratégique, un refus d'être de simples pions. Tant que l'Afrique reste divisée, tant qu'elle se limite à des communiqués et des journées symboliques, l'Occident continuera de mépriser sa voix
et de convoiter ses richesses. Il est donc temps d'aller au-delà des mots. Ce qu'il faut, une véritable force militaire panafricaine, capable de défendre le continent et ses ressources. Plus question de mémorandum sans lendemain. Il faut transformer la rhétorique en action, mutualiser les capacités militaires, partager le renseignement, coordonner la défense des frontières stratégiques. L'Afrique doit se doter d'une armée pour protéger son pétrole, ses minéraux, sa souveraineté. Ce n'est pas seulement une question de sécurité, c'est économique. Cyril Ramaphosa, le président sud-africain, l'a martelé lors du dernier sommet de l'Union africaine. L'Afrique doit cesser d'être le fournisseur de rochers, poussières et soja pour le reste du monde. Nos ressources brutes partent à bas prix, sont raffinées ailleurs, puis reviennent chez nous, hors de prix. Ce système nous condamne à la pauvreté, alors qu'il enrichit les autres. Pour en sortir, il faut valoriser localement nos matières premières, utiliser notre poids stratégique face aux géants économiques et imposer nos propres conditions. Mais attention, la fenêtre d'opportunité se referme vite. En ce moment même, pendant que les États africains hésitent, les puissances occidentales coordonnent leur retour. L'installation de troupes américaines au Nigeria n'est pas un hasard, c'est un signal. Les appels à la renaissance européenne, la mainmise sur les chaînes logistiques de minerais stratégiques, tout converge. L'Occident sait que le temps presse. La dette explose, la dépendance énergétique s'aggrave, la compétition avec la Chine et la Russie s'intensifie. Leur survie dépend désormais de notre passivité. Alors, le choix est simple. Soit l'Afrique devient actrice de sa souveraineté et de sa richesse, soit elle replonge dans une ère de domination encore plus brutale, où sa dignité et son avenir seront sacrifiés. Il ne s'agit plus de résister par principe, mais de survivre. L'unité et la hard power ne sont plus des options, mais des impératifs historiques. Le moment est venu de décider qui va résister, comment et à quel prix. La recolonisation n'est plus une menace hypothétique, elle est en marche. Reste à savoir qui osera s'y opposer. Ce qui se joue aujourd'hui dans le nord-est du Nigeria dépasse de loin la simple lutte contre le terrorisme. On nous répète ce récit officiel: sécuriser la région, protéger des civils, combattre des groupes extrémistes. Mais au fond, la réalité est tout autre. Regardez qui s'active vraiment sur le terrain, et pourquoi. Les bases militaires américaines se déploient, à moins de 200 km des frontières stratégiques, dans une zone riche en minerais essentiels et en hydrocarbures. Est-ce une coïncidence, alors que la Chine a déjà pris une longueur d'avance sur les terres rares, sur le lithium, sur le cobalt? Est-ce un hasard si l'Europe, de plus en plus dépendante sur le plan énergétique, cherche désespérément à sécuriser de nouveaux approvisionnements, pendant que son influence s'érode et que la compétition mondiale pour le contrôle des ressources africaines s'intensifie? La vérité, c'est que l'Afrique est redevenue le centre d'un immense jeu d'échecs planétaire. Ce que nous voyons, c'est une nouvelle course au pillage. Les puissances occidentales, inquiètes de voir leur emprise glisser, ne reviennent pas en Afrique pour la démocratie ou les droits humains, malgré ce que l'on veut nous faire croire. Elles reviennent pour l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le cobalt. Pour les batteries de demain, pour l'intelligence artificielle, pour les technologies militaires. Et tant pis si, pour cela, il faut piétiner la souveraineté des États africains et diviser toujours plus le continent. Le déploiement au Nigeria n'est que le premier domino. La mobilisation de certains pays voisins l'illustre. Mobilisation générale, rappel de soldats à la retraite, montée en puissance des services de renseignement. Ceux-là refusent la soumission. Mais où sont les autres? Où sont les voix qui s'élèvent pour défendre la souveraineté africaine, au-delà des communiqués sans suite de l'Union africaine, au-delà de la passivité ou de la complaisance d'États qui laissent leurs portes grandes ouvertes? Pendant que certains expulsent les forces étrangères et prennent des risques pour leur indépendance, la majorité du continent, elle, se tait. Et le silence, ici, c'est un feu vert à l'appétit vorace des puissances extérieures. Ignorer cette alerte, c'est accepter sans broncher la dépossession des richesses africaines, le sacrifice de la souveraineté nationale et continentale, et la marginalisation durable dans les grandes décisions qui façonnent l'avenir du monde. Oui, c'est cela l'enjeu.
non seulement la perte de ressources vitales, mais aussi la négation de la dignité, du pouvoir d'agir et de l'avenir des peuples africains. Car une fois les infrastructures militaires installées, les mines verrouillées, les chaînes de valeur détournées, il ne restera que les miettes à ceux qui n'ont pas su dire non. Alors, la question n'est plus de savoir si la recolonisation viendra. Elle est déjà là, sous nos yeux. La vraie question, c'est qui trouvera le courage de s'y opposer, de refuser d'être relégué au rang de spectateur sur sa propre terre? Qui exigera autre chose que le rôle de simple fournisseur de matières premières, taillables et corvéables à merci? Le choix est brutal. Résister ou consentir à l'effacement. Et ce choix, personne ne le fera à la place des Africains. Je veux vraiment connaître votre point de vue. Croyez-vous encore au récit officiel autour de la lutte antiterroriste au Nigeria, ou voyez-vous comme moi une nouvelle étape dans la bataille mondiale pour le contrôle de l'Afrique? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Abonnez-vous et activez la cloche si vous voulez continuer à explorer avec moi les vrais enjeux cachés derrière les gros titres. Je suis comme toujours votre hôte, Zika Enegeta, et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Merci d'avoir regardé, à très vite.